23 mai 1967, c'est la panique totale chez l'US Air Force. Leur radar conçu pour détecter les missiles balistiques ennemis part en vrille. Et dans un contexte extrêmement tendu de guerre froide, une seule conclusion est envisagée, les soviétiques attaquent. Cet incident provoque l'agitation des autorités gouvernementales américaines qui considèrent ça comme étant un acte de guerre et commencent à préparer une contre-offensive digne des films hollywoodiens. Les bombardiers nucléaires sont préparés et sur le point d'être lancés. Mais spoiler, si vous regardez tranquillement cette vidéo allongé confortablement dans votre canapé ou assis sur la cuvette de vos toilettes, c'est que le monde n'a pas explosé. Mais du coup, que s'est-il passé? Qui a été à l'origine de cette attaque? Le véritable responsable a pu être démasqué de justesse et l'opération américaine annulée, nous évitant ainsi une troisième et très certainement dernière guerre mondiale. Mais comment notre bon vieux soleil a-t-il pu nous faire ça? Comment peut-il, à 150 millions de kilomètres de nous, avoir une telle influence sur l'avenir de l'humanité? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo. Le Soleil est une immense centrale nucléaire constituée de gaz et de plasma. Alors le gaz, ça va, on sait à peu près tout ce que c'est. Mais en ce qui concerne le plasma, c'est tout de suite plus nébuleux. En gros, on peut voir ça comme une soupe de particules chargées électriquement. Un peu comme votre bol de céréales, sauf que vous avez des ions et des électrons à la place de vos miel pops. Et c'est ce mélange de particules libres qui se déplacent dans tous les sens qui confère au plasma ses propriétés si particulières, radicalement différentes de celles d'un simple gaz. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent considéré comme le quatrième état de la matière. Vous connaissez déjà les états solides, liquides et gazeux, et bien maintenant vous pourriez y ajouter le plasma. Et au cœur de notre étoile, le plasma ne chôme pas. Il tournoie et se déplace, poussé par le nombre ahurissant de réactions nucléaires et par d'autres forces et phénomènes comme la gravité, la convection et la rotation différentielle. Bref, tout ça pour dire qu'avec tous ces mouvements de matière chargée électriquement, le Soleil est considéré comme une étoile magnétiquement active. C'est-à-dire qu'il possède, au même titre que notre planète, un champ magnétique. Mais à la différence près que le champ magnétique du Soleil est bien moins stable que le nôtre. Il change, évolue et varie énormément au cours du temps et subit en plus des inversions de pôle magnétique régulières et surtout fréquentes. Le Soleil inverse son pôle sud et son pôle nord tous les 11 ans environ. Et cette période de 11 ans correspond à ce que les scientifiques appellent le cycle solaire. C'est d'ailleurs ce cycle qui va rythmer l'activité du Soleil. Notre étoile va donc varier entre des périodes calmes et des pics d'intensité. Ces derniers se caractérisent par une augmentation de l'activité électromagnétique du Soleil, mais aussi par une augmentation du nombre de taches sombres à sa surface, les taches solaires. Cette corrélation est intéressante parce que du coup, compter le nombre de taches à la surface du Soleil nous permet de déterminer l'intensité de son activité. On peut alors se demander, que se passe-t-il lorsque le nombre de taches augmente grandement? Quelles sont les conséquences d'un pic d'activité magnétique? Et c'est là que ça devient intéressant. En période tranquille, le Soleil envoie dans l'espace interplanétaire un flux constant de rayonnement et de particules chargées. C'est le fameux vent solaire. Et c'est comme ça que chaque seconde, notre étoile perd environ 1 million de tonnes de matière, gentiment offerte sous forme de vent solaire. Mais même si dès qu'on parle du Soleil, les chiffres semblent colossaux, le vent solaire n'est rien comparé aux événements ayant lieu en période de pic d'activité. Quand le Soleil s'agite, les lignes de son champ magnétique se prennent les pieds dans le tapis. Elles peuvent s'emmêler, se tordre, se réarranger, et selon leur disposition, une reconnexion explosive de ces lignes peut se produire, libérant ainsi dans l'espace une énergie colossale. C'est ce qu'on appelle les éruptions solaires. Et si le vent solaire est une douce brise caressant notre atmosphère, les éruptions solaires sont de véritables tempêtes mettant à mal le champ magnétique terrestre. Elles se caractérisent par un pic d'intensité lumineuse et sont composées d'un rayonnement balayant l'ensemble du spectre électromagnétique. Et dans les cas les plus violents, elles peuvent également s'accompagner d'une énorme éjection de matière stellaire. À ce moment, on parle d'éjection de masse coronale, ou EMC. C'est-à-dire que quand le Soleil pique vraiment une grosse crise, c'est carrément une partie de lui-même qui l'expulse. Et vu que notre star est un gros tas de plasma électrifié, cette éjection, c'est une immense vague de particules accompagnée de son propre champ magnétique. Alors tout ça, c'est bien sympa, mais concrètement, ça donne quoi ? Ça, c'est une éjection de masse coronale vue de l'intérieur. Et étant donné la puissance dévastatrice de cette vague énergétique, c'est un miracle d'avoir pu obtenir ces images. Elles ont été capturées le 5 septembre 2022 par la sonde Parker de la NASA. Cette sonde kamikaze a été la première à traverser de plein fouet une éjection de masse coronale. Donc remercions ce petit bijou technologique pour ces images spectaculaires. On est quand même bien content qu'il puisse aller les récolter à notre place. Mais bon, toutes les éruptions solaires ne sont pas accompagnées d'éjections de masse coronale. Ces dernières correspondent à un événement soudain, d'intensité inégalée et de taille colossale. Une EMC peut facilement mesurer plusieurs millions de kilomètres.
Pour le contexte, la distance Terre-Lune, c'est juste une petite balade d'une centaine de milliers de kilomètres. Et ce tsunami de matière stellaire se déplace à des vitesses allant de 100 à 2500 km par seconde. C'est-à-dire qu'il pourrait faire un Paris-New York en moins de 3 secondes. Et ça veut aussi dire qu'il suffit à ce plasma de seulement quelques jours pour venir frapper la Terre. En général, 3 jours suffisent. Et ça n'est pas sans conséquences. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 26 mai 1967. C'est une éruption solaire accompagnée d'une éjection de masse coronale qui a provoqué le brouillage des radars de l'US Air Force et qui, associé à une tension générale, aurait pu faire du passage d'Homo sapiens sur Terre une anecdote historique. Mais blague à part, des guerres nucléaires évitées de justesse, ce n'est pas ce qui manque. Alors si les éruptions solaires ne causaient que des interférences radar, on pourrait dormir sur nos 2 oreilles. En effet, aujourd'hui, nous avons bien pris connaissance de ces phénomènes stellaires, nous avons bien cerné le tempérament de notre Soleil et nous connaissons ses cycles d'activité. Mais malheureusement, les éruptions solaires ne s'arrêtent pas là. L'énergie déployée est telle que les conséquences au niveau de la Terre peuvent être désastreuses. Elles peuvent être matérielles, évidemment, mais ce sont surtout les conséquences logistiques qui sont inquiétantes. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons voir maintenant en explorant les conséquences des éruptions solaires. On l'a vu, la Terre est confrontée à un vent solaire continu. En clair, notre planète est enveloppée dans un flux de particules électrisées directement envoyées depuis notre étoile. Alors il y aurait de quoi nous inquiéter, mais rassurez-vous, la nature est bien faite. Notre Terre a de quoi se protéger. Elle possède un champ magnétique qui est en fait une sorte de bouclier la protégeant des ions et des électrons balancés par le Soleil. C'est la fameuse magnétosphère terrestre, une barrière infranchissable pour le vent solaire. Mais l'étanchéité de cette barrière oblige ce dernier à s'écouler le long de sa surface extérieure. Et c'est comme ça que les particules chargées du vent solaire, en surfant tranquillement sur la surface de notre bouclier planétaire, finissent par atteindre ces zones de faiblesse. Ces dernières se situant au niveau des régions polaires, boréales au nord et australes au sud. En fait, à ce niveau, les lignes de champ magnétique terrestres, émergeant verticalement, agissent comme des toboggans pour ces particules solaires, les invitant à plonger dans notre atmosphère. Et lorsque le vent solaire, cette vague de particules chargées, rentre en contact avec la haute atmosphère, il se produit un phénomène d'ionisation et d'excitation des atomes en présence. Et cette couche de gaz partiellement ionisée s'appelle l'ionosphère. Alors jusque-là, tout va bien. Mieux, c'est l'origine même d'un des plus beaux spectacles ayant lieu sur notre planète, les aurores polaires. Ce sont ces magnifiques balais de lumière qui sont habituellement visibles dans le ciel nocturne des cercles polaires. Mais ça, c'est si tout est sous contrôle. C'est si le vent solaire n'est pas trop soutenu. Alors que se passe-t-il en cas de tempête ? Que se passe-t-il en cas d'éruption solaire ? C'est là que les choses se corsent. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale sont tellement puissantes qu'elles mettent à mal la magnétosphère terrestre. On parle alors d'orage magnétique ou de tempête géomagnétique. Quand notre champ magnétique terrestre est chahuté par un afflux de particules électrisées, nos infrastructures électriques peuvent en souffrir par la création de courants géomagnétiques induits. Lorsqu'une grosse vague électromagnétique vient frapper la magnétosphère terrestre, notre champ magnétique est perturbé. Et selon la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique, toute perturbation de l'environnement magnétique d'un circuit génère une tension électrique. Bon, maintenant en français pour ceux qui comme moi n'ont pas un doctorat en physique, ça veut simplement dire que s'il y a une perturbation dans un champ magnétique, ça va créer de l'électricité. Donc dans le cas des éruptions solaires, la perturbation du champ magnétique terrestre va générer des courants électriques dans les matériaux conducteurs présents sur Terre. Ces courants peuvent alors surcharger les lignes à haute tension et dans le cas où la surcharge dépasse un certain seuil, les transformateurs en bout de ligne relativement fragiles peuvent être endommagés voire carrément être mis hors service. Résultat, blackout. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit le 13 mars 1989 dans la province du Québec au Canada. Une éruption solaire survenue 2 jours et demi plus tôt a été tellement violente qu'elle a entraîné une panne d'électricité générale plongeant l'ensemble des Québécois dans le noir absolu pendant plus de 9 heures. Un événement gravé dans la mémoire de nos amis mangeurs de poutine. Et dans le même style, mais en beaucoup plus puissant, on peut aussi parler de l'événement de Carrington de 1859. Cette fois-ci, la violence de l'éruption solaire a été telle que toutes les communications télégraphiques du monde entier ont été perturbées. Les télégraphes rapportaient même avoir vu des étincelles et des arcs électriques sortir de leurs appareils. Et pour couronner le tout, des aurores polaires, habituellement confinées au niveau des pôles, ont pu être observées dans certaines régions tropicales, c'est-à-dire à des latitudes proches de l'équateur. L'éruption de 1859 reste la plus violente jamais enregistrée. Aujourd'hui, elle sert de modèle pour évaluer les dégâts qu'une tempête solaire extrême pourrait infliger à nos systèmes de télécommunication, à notre réseau électrique et même au fonctionnement de nos satellites. Et niveau communication, l'ionosphère joue un rôle clé. Elle agit comme un miroir pour les ondes radio, les renvoyant sur de longues distances. Et une perturbation de l'ionosphère peut donc altérer cette réflexion, rendant difficile voire impossible la communication sur de grandes distances. Or, c'est particulièrement critique pour les ondes à haute fréquence essentielles pour les communications militaires, maritimes et aériennes.
Donc imaginez les conséquences que pourraient avoir des perturbations, voire des pertes de signaux dans ces domaines. Pas incroyable si c'est vous qui êtes en plein vol à ce moment-là. Mais les problèmes de communication ne viennent pas seulement de la perturbation de la haute atmosphère. Dans notre monde ultra connecté et énergivore, une coupure d'électricité totale aurait des répercussions gigantesques. Sans électricité, plus de communication, plus de messages, plus d'appels, plus de nouvelles de vos proches, vous êtes coupé du monde. D'ailleurs, sans électricité, il va vous être difficile de retrouver votre famille. Les transports sont perturbés, les trains et les métros s'arrêtent, laissant des milliers de personnes bloquées. Les vols sont retardés ou annulés, brisant des rêves de voyage et isolant davantage les familles éparpillées. Et si vous pensiez prendre la route, dites-vous que les feux de circulation ne fonctionnent plus. Alors déjà qu'aujourd'hui, environ 3500 personnes meurent sur la route chaque jour, imaginez ce que ça donnerait sans feu de circulation. Et c'est pas fini. Pas d'électricité, ça veut aussi dire pas de frigo, pas de chauffage, pas de guichet automatique pour retirer votre argent, votre carte bancaire devient alors un simple morceau de plastique, et votre argent, virtuellement stocké dans les banques, devient inaccessible. Alors toutes les entreprises, grandes et petites, se retrouvent paralysées et le monde s'arrête. Et finalement, peut-être la pire de toutes les conséquences, les services essentiels comme les hôpitaux et les services de secours sont mis à rude épreuve, luttant pour fonctionner et ne pouvant pas répondre à l'ensemble des demandes. Bref, voilà un petit aperçu pas très rassurant des conséquences potentielles d'une grosse tempête géomagnétique. Bon, après le but ce n'est pas de faire une dépression à la fin de la vidéo. Mais pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. En 2012, on a déjà frôlé la catastrophe. Il y a eu une gigantesque éruption solaire et heureusement, la Terre se situait en dehors de la trajectoire de l'éruption. Mais à quelques jours près, on se la prenait en pleine poire. Et les conséquences n'auraient pas été marrantes du tout. Selon un rapport de la NASA publié en 2014, cette éruption aurait pu renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe siècle, en occasionnant des dégâts colossaux sur nos équipements électroniques. Et le coût des réparations de cet événement d'une ampleur inédite aurait même dépassé les 2000 milliards de dollars, ce qui correspond à peu de choses près au PIB de la France lors de cette même année. Finalement, les événements de 1859 et de 1989 nous ont mis en garde et aujourd'hui, des équipes de chercheurs et d'ingénieurs planchent vraiment sur le moyen d'éviter ce genre de catastrophe. Mais il nous reste du chemin à parcourir. Par exemple, le 3 février 2022, SpaceX envoyait 49 satellites Starlink en orbite basse. Le lendemain, 40 d'entre eux échouent dans leur mise en orbite et retombent dans l'atmosphère. Alors que s'est-il passé? Vous vous en doutez, une éruption solaire a eu lieu quelques jours avant leur mise en orbite. Et lors de son arrivée sur Terre, le tsunami de radiation a réchauffé l'atmosphère terrestre, ce qui a provoqué sa dilatation. L'atmosphère dilatée, s'étalant alors au-delà de son altitude habituelle, a provoqué une augmentation non prévue des frottements des satellites Starlink, ralentissant leur vitesse et provoquant l'échec de leur mise en orbite. Alors, est-ce que cette fois-ci, le Soleil nous a rendu service en nettoyant le ciel de ce petit essaim de satellites polluant le ciel nocturne? On peut toujours en discuter. Mais toujours est-il que ces éruptions solaires ne sont pas des cadeaux pour les satellites en orbite basse, qui doivent gérer des ralentissements et des déviations de trajectoire imprévues. Or, ces manœuvres de réajustement leur demandent de l'énergie et du carburant supplémentaire, ce qui réduit leur durée de vie. Bon, après, perdre un satellite, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que justement, il n'y a pas que des satellites dans l'espace. On a aussi envoyé des petits copains. Et comme ils se situent en dehors du bouclier atmosphérique terrestre, nos astronautes préférés sont directement exposés au rayonnement du Soleil. Après, comme leurs missions sont relativement courtes, cette exposition prolongée reste tolérable. Mais des questions peuvent se poser concernant la protection des astronautes lors des futures missions lunaires et des potentiels voyages interplanétaires vers Mars par exemple. Alors oui, les éruptions solaires captivent notre imagination. Elles nous fascinent, nous émerveillent et nous poussent à réfléchir et à innover pour trouver des moyens de nous en protéger. Mais le véritable enseignement que nous devons tirer, particulièrement de l'événement de 1967, dépasse les frontières de la physique. Il touche le cœur de notre condition humaine. Nos émotions, nos préjugés, notre façon de réagir sous pression. Cet événement historique est un puissant rappel des conséquences catastrophiques que peuvent engendrer des décisions hâtives, prises dans l'urgence émotionnelle, sans une véritable réflexion. C'est une leçon sur l'importance cruciale pour l'humanité de développer une compréhension toujours plus vaste et plus profonde du monde qui nous entoure. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose ou que vous partagez mon point de vue, abonnez-vous, likez, partagez, c'est une façon simple et efficace pour soutenir le développement de la chaîne. Et ensemble, faisons un pas de plus vers un avenir où nous regardons les mystères de l'univers, non pas avec crainte, mais avec la lucidité et la curiosité de ceux qui cherchent à le comprendre.